L'Union européenne est en train de choisir son président. Les discussions avancent. Le Premier ministre belge de centre-droit, Herman Van Rompuy, devrait être désigné. La Britannique Catherine Ashton pourrait diriger la diplomatie. C'est lui qui, dorénavant, représentera notre continent auprès des autres grandes puissances de la planète. Problème, c'est exactement le rôle de Catherine Ashton, élue hier soir haut représentant pour les affaires étrangères. Tout va maintenant dépendre de la capacité de ces deux nouveaux visages à s'imposer sur la scène internationale. S'ils n'y arrivent pas, comme beaucoup le craignent ici à Bruxelles, eh bien l'Europe aura perdu une occasion unique d'exister. Je pense que l'Union européenne a vraiment besoin d'une diplomatie commune, car le pouvoir de négociation des États membres, qui représente plus de 500 millions de citoyens, dépasse largement celui qu'un seul pays pourrait atteindre. Si l'Union européenne veut peser dans le monde, si elle veut jouer un rôle, évidemment qu'elle doit avoir une diplomatie commune. On n'imagine pas une puissance sans diplomatie, ça n'existe tout simplement pas. L'Europe, si elle veut peser politiquement, doit aussi avoir une politique étrangère. Elle ne peut pas être seulement un ensemble économique. L'Union européenne a compris qu'elle pouvait devenir un acteur politique. L'Europe, quel numéro de téléphone? Si la question que posait Henry Kissinger en 1970 est taquine, presque provocante, le secrétaire d'État américain était pourtant très proche de la vérité. Le traité de Lisbonne entre en vigueur le 1er décembre 2009. L'Europe affiche sa volonté de placer quelqu'un au bout du combiné, de faire entendre sa voix sur l'échiquier international. Le traité donne naissance à un service entièrement dédié aux affaires étrangères, le SEAE, Service européen d'action extérieure. Pour le diriger, un poste clé est créé, celui de haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Au président du Conseil européen, poste également créé à Lisbonne et occupé par Herman Van Rompuy, et au président de la Commission Manuel Barroso, s'ajoute un troisième interlocuteur européen, chef de la diplomatie, Catherine Ashton. L'Union européenne s'apprête à rendre un premier bilan de son service d'action extérieure, en marche depuis 3 ans. Mais pour beaucoup d'observateurs, le bilan est avant tout celui de Lady Ashton. La Britannique ne convainc pas. Peu charismatique, néophyte en matière d'affaires étrangères, les critiques pleuvent. Pour certains, la personne nommée pour décrocher le téléphone européen n'est pas à sa place. On n'a pas pris la bonne personne pour gérer cette diplomatie commune. Je veux dire que Madame Ashton, c'est juste Madame Nobody. Elle n'existe pas, personne ne la connaît. C'est quelqu'un qui n'a pas compris ce qui était en jeu ou qui a trop bien compris. On a nommé une Britannique à la tête du service d'action extérieure, alors qu'évidemment, il ne faut pas nommer une Britannique, parce que les Britanniques ne veulent pas que l'Europe émerge sur la scène mondiale comme un acteur mondial. Donc, c'est un échec majeur. L'île d'Haïti, dévastée par un tremblement de terre, est une des toutes premières destinations de Catherine Ashton. Elle s'y rend 2 mois après le séisme, 2 mois trop tard pour de nombreux journaux. La presse la juge trop transparente, pas assez réactive. Sur place, l'intéressé se défend. Le commissaire à l'aide humanitaire est venu apporter une première réponse sur le terrain. Ce n'était pas mon rôle de faire ça. Je n'aurais pas été utile. Mon rôle est d'aider à la reconstruction sur le long terme et je suis persuadée que j'ai eu raison d'agir ainsi. Mais les journalistes ne sont pas convaincus. Ils ne voient Catherine Ashton que trop rarement. Vous avez donc quelqu'un qui est censé être la parole sur la scène mondiale de l'Union européenne, qui ne parle pas aux médias, qui a peur des médias, et quelqu'un qui ne parle qu'anglais. Que dirait-on d'un Français nommé à la tête de la diplomatie européenne ne parlant que français? Ça déclencherait des colibés. Là, on trouve ça normal. Madame Ashton est juste quelqu'un de totalement incompétent. Point. Universitaires, think tanks, décideurs nationaux et européens, ils sont tous réunis pour débattre et échanger à propos de la nouvelle politique étrangère européenne. Un enjeu majeur pour l'Union et donc pour ses citoyens.
L'action extérieure est ici critiquée, réfléchie, questionnée. Et lorsqu'il est l'heure de dresser un premier bilan, observateurs et acteurs européens reviennent d'emblée sur le haut représentant, à la fois le poste et celle qui l'occupe, Catherine Ashton. Je pense qu'elle admettrait aussi qu'elle manquait d'expérience en matière d'affaires étrangères. Mais on dit qu'elle préside très bien les réunions, donc en tant que première titulaire du poste, ce n'est peut-être pas si mal et la prochaine fois, on nommera sans doute quelqu'un qui a plus d'expérience en politique étrangère. Certaines trouvent que la personne n'a pas été à la hauteur des attentes. D'autres pensent que c'est plutôt une question au niveau du traité. Il y a trop de tâches pour la même personne. Elle n'a pas eu le temps de se rendre, par exemple, à la commission. Elle est vice-présidente de la commission, elle ne va jamais à la commission. Certains se plaignent de cela. Le poste de haut représentant de l'Union européenne est un poste complexe. D'abord, il naît de la fusion de deux fonctions. Celle de haut représentant pour la politique étrangère et la sécurité commune, occupée jusqu'alors par Javier Solana, et celle de commissaire aux relations extérieures. Catherine Ashton est ainsi vice-présidente de la Commission, mais préside aussi le Conseil des ministres des Affaires étrangères. Et elle est, bien sûr, à la tête du tout nouveau service d'action extérieure. Le processus a été très délicat, car on attendait du haut représentant qu'il officie à son poste alors qu'il lançait le service européen d'action extérieure. C'est un peu comme si on demandait à quelqu'un de donner un récital de violon et d'apprendre à jouer de l'instrument en même temps. C'est une tâche extrêmement difficile. Le haut représentant arrive dans un paysage institutionnel où il faut tout créer. Le service d'action extérieure est implanté au cœur du quartier Schuman, à Bruxelles. Et le début du mandat de Catherine Ashton sera consacré à sa mise en route. Son porte-parole, Michael Mann, évoque une charge lourde et inédite. La mission initiale était simplement d'assurer la mise en place du service. Maintenant, il est sur pied et il montre déjà les avantages et la valeur ajoutée qu'il peut apporter. Vous savez, les gens aiment toujours faire des critiques, mais si on regarde les ministères des Affaires étrangères, ils sont là depuis des siècles, et ce service n'a que 2 ans. Donc je trouve ces critiques sévères et complètement infondées, et je pense que les résultats sont là. Les délégations du service d'action extérieure sont présentes sur presque toute la planète. Leur rôle, mieux coordonner les actions des différentes diplomaties nationales sur le terrain. Fonctionnaires européens, de la Commission ou du Conseil et diplomates des États membres travaillent ensemble. Un mariage assez difficile entre des cultures et des méthodes très différentes. Mais ici, on défend un bilan positif. Le problème, c'est qu'on a trop attendu du poste de haut représentant. Ça prend du temps de mettre en place un tel projet, mais si on observe les résultats sur le terrain, je dirais plutôt que c'est très positif. Si on prend par exemple le rôle décisif qu'a joué Catherine Ashton dans les discussions sur le programme nucléaire iranien, ou encore le rôle décisif qu'elle a pu avoir dans le dialogue entre la Serbie et le Kosovo pour assainir leurs relations. On peut aussi parler de nos interventions face aux événements qui ont eu lieu au Mali et pendant les printemps arabes, comme en Libye. Le bilan est très mitigé parce qu'ils n'ont pas eu de chance du tout. Ça a commencé dans une période dans laquelle la Méditerranée a explosé par la vague de révolte dans les pays arabes. Et deuxièmement, la crise économique et financière internationale débutée aux États-Unis est devenue une crise de l'eurozone. Donc, 2 facteurs, un interne et l'autre externe, qui ont rendu énormément difficile le défi du lancement de ce baby, et ce bébé qui est le service européen d'action extérieure. Le service est mis en place le 1er décembre 2010. 15 jours plus tard, naissent les printemps arabes. Un ras-le-bol général, un vent de révolte. Les populations s'insurgent contre des formes de pouvoir autoritaire. Certains pays arabes explosent. Tunisie, Égypte, Libye, Syrie. Face au mouvement de contestation, des dirigeants tombent, de nouveaux régimes naissent. Une suite d'événements hors du commun, historiques. Mais l'Europe n'est pas au rendez-vous avec l'histoire.
l'Europe n'est pas au rendez-vous avec le présent, peut-être à cause de son passé. Il ne faut pas oublier que l'Union européenne a tissé des relations, dans le cadre de ce qu'on appelle l'Union pour la Méditerranée, avec la plupart des régimes autoritaires. Je voudrais rappeler que lorsque l'Union pour la Méditerranée est créée en 2008, le co-président, M. Sarkozy d'un côté, de l'autre, c'est M. Moubarak. Et font partie de cette Union pour la Méditerranée, la Tunisie de M. Ben Ali, la Libye de M. Kadhafi, etc., etc. Donc, l'Union européenne est mal à l'aise, vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? C'est parce qu'à l'époque, le pari, pas seulement de l'Union européenne, mais de la plupart des pays occidentaux, consistait à dire mieux vaut faire affaire avec ces leaders autoritaires plutôt que d'avoir une montée de l'islam radical. C'était ça, c'était ça. Effectivement, Mme Ashton aurait pu saisir l'occasion pour dire on a compris le message que vous nous envoyez, dans le fond vos valeurs sont proches des nôtres. Elle ne l'a pas fait. Et ça, c'est un peu un problème aussi de cette diplomatie européenne, c'est que c'est une diplomatie sans discours. Aucun discours, ou peut-être trop. Car avec 27 États membres, il n'y a pas qu'une histoire européenne, mais 27 passés nationaux bien distincts. Un obstacle de taille pour construire une diplomatie commune et tenir un discours unanime. Pour répondre à un événement international, un État membre peut être dans une meilleure position pour réagir, prendre la parole ou passer aux actes. Selon ses relations privilégiées avec un pays ou une région extérieure à l'Union, en fonction de ses intérêts ou de ses compétences. Quand le ministre des Affaires étrangères allemand se rend en Asie, il est bien plus important qu'un employé du service européen pour l'action extérieure. Quand le ministre français des Affaires étrangères se déplace en Afrique, c'est un pion décisif sur l'échiquier international. C'est pareil pour un représentant britannique en Inde, si vous voulez. Donc, n'oublions pas notre histoire, celle de nos gouvernements, de nos pays. Chaque pays est un acteur à prendre en compte. Il faut en faire une force pour tisser une trame européenne. Voilà le défi. La pluralité des passés qui composent l'histoire européenne peut être une force et pourrait permettre de construire un seul et même discours européen. Problème, la coordination diplomatique n'en est pas là. Et dès le début des printemps arabes, service d'action extérieure ou pas, l'Union a vu ses États jouer cavalier seul sur l'échiquier mondial. On a besoin de pays qui prennent des initiatives. Dans la Libye, c'est la France et l'Angleterre qui ont pris l'initiative, notamment avec l'OTAN, pour lancer une opération militaire, mais qui n'a pas eu lieu dans l'Union européenne, qui a eu lieu dans l'OTAN. Et dans le cas de la Syrie, aujourd'hui, on voit que la France et l'Angleterre poussent à la levée de l'embargo sur les armes pour aider les rebelles syriens, et d'autres pays ne sont pas d'accord. Mais les Européens ont fini par s'entendre après une journée de négociations. L'Union s'autorise désormais à envoyer des armes en Syrie, sous la pression de la France et l'Angleterre. Deux États que l'on retrouve associés en Libye au début de l'année 2011. Après les manifestations tunisiennes, la contestation gagne Tripoli. Très vite, la répression est sanglante. La France et son président Nicolas Sarkozy veulent réagir rapidement. Paris reconnaît le Conseil national de transition, l'opposition armée au régime de Kadhafi, comme le seul représentant légitime du peuple libyen, et envoie un ambassadeur à Benghazi. Des initiatives très critiquées parmi les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union, qui auraient préféré une réponse européenne plutôt qu'une réponse nationale. Excepté la Grande-Bretagne, qui s'accorde avec la France pour des frappes ciblées contre les forces de Kadhafi. Barack Obama est d'accord pour l'offensive, l'OTAN participe, de nombreux raids aériens permettent la victoire des rebelles. Dans chaque cas particulier, les décisions ont été prises par Paris, Berlin, Londres, parfois aussi avec Obama. Et la plupart du temps, quand il a fallu réagir très vite, l'Europe, au sens du haut représentant, a été plutôt en fait à la traîne. C'est-à-dire qu'elle a suivi le mouvement. Certains pays sont donc parfois moteurs. Ils font office de locomotive de la politique extérieure de l'Union. Le traité de Lisbonne n'a pas supprimé les diplomaties nationales, et ce n'était de toute façon pas l'objectif. Il ne s'agit pas de suivre le modèle américain, État fédéral à la diplomatie unique, mais bien de créer une politique étrangère commune.
un système coordonné et non pas unifié. Comme la diplomatie européenne ne dispose pas des moyens d'action des diplomaties nationales, il n'y a pas le même personnel, il n'y a pas de service secret européen pour donner de l'information, et on doit donc compter à Bruxelles sur l'irrigation en termes de renseignement du service d'action européen extérieur. Ça ne marche pas parce que les diplomaties nationales ne veulent pas partager leurs renseignements et ne veulent pas disparaître au profit d'une diplomatie européenne. Donc de toute façon, le système tel qu'il était conçu ne pouvait déboucher que sur un échec. Le rêve européen est toujours présent dans les couloirs du Parlement. Mais l'envie et la volonté de créer une politique extérieure commune paraissent pour beaucoup artificielles. Certains espèrent plus, exigent davantage et sont déçus face au désintérêt criant des diplomaties nationales. Le service extérieur, a priori, l'idée c'était aussi qu'il y ait un tiers des gens qui viennent des États membres. Mais ce qu'on voit dans la réalité, que souvent les États membres envoient les ambassadeurs juste avant leur retraite. Du coup, ils viennent ici, ils prennent des beaux postes et après ils vont à la retraite, ce qui est sympa pour eux. Mais ce n'est pas dans cet esprit-là quand même. A priori, on voulait que les gens viennent, ils repartent dans les services nationaux. Il y a des Européens qui partent dans les services nationaux, qu'il y a un vrai mélange, un vrai tissement. Qu'on tisse, je veux dire, quelque chose en commun, une compréhension commune de la politique étrangère. Là, je pense qu'il y a des opportunités avec le service extérieur. Je ne suis pas sûre qu'on les prenne tous. Je suis convaincu que le manque de volonté politique vient du fait que les gouvernements ont, ou plutôt pensent avoir des intérêts différents. Et certains États membres ne ratent pas une occasion de négocier directement avec une puissance extérieure sans se concerter avec ses partenaires européens. On peut par exemple parler de l'Allemagne et ses relations avec la Russie en matière de politique énergétique. Je pense plutôt que l'Allemagne s'isole et ne fasse rien, mais ni avec les Russes, ni avec les Chinois, ni avec les Français. C'est juste qu'on ne fait rien, on ne fait pas de politique étrangère. On se dit on est un acteur économique et basta. L'Union européenne éprouve de fortes difficultés à parler d'une seule voix. Exemple le plus probant, la Palestine. Catherine Ashton le répète sans cesse, l'Europe soutient la création d'un État palestinien. Mais lorsque les pays sont appelés à voter, à New York, pour accorder à la Palestine le statut d'État observateur non membre à l'ONU, l'Europe se disperse. 13 États membres votent pour, autant s'abstiennent. La République tchèque vote contre. Le grand nombre d'États au sein de l'Union européenne est une force lorsqu'ils sont d'accord. Mais c'est une faiblesse de taille quand ils ne le sont pas. C'est impossible d'avoir 27, 28 pays qui vont dans le même sens. Mais ce que l'on ne doit pas faire non plus, c'est d'aller dans des directions opposées. Je crois que c'est ça le danger. Mais ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé en Libye. Certes, l'Allemagne est restée en retrait, mais elle a apporté son soutien. Pareil pour la France au Mali. La Grande-Bretagne, l'Allemagne et d'autres pays l'ont soutenu. Je crois que c'est la réalité de notre monde. Certains pays ont du pouvoir et d'autres non. Vous vous rassemblez et vous êtes avec nous. De toute façon, la troisième section, c'est nous. La France est avec le Royaume-Uni la plus grande puissance militaire du vieux continent. Elle est aussi le pays qui, de par son passé colonialiste, a développé les relations les plus étroites avec l'Afrique. De bonnes raisons pour justifier la décision de Paris d'engager une guerre au Mali contre les islamistes. Le 11 janvier, François Hollande lance l'opération Serval. La France s'engage seule parce qu'il faut agir vite. Depuis quelque temps, les militaires, les services de renseignement faisaient savoir que les groupes djihadistes qui étaient au nord Mali pouvaient arriver à Bamako très rapidement. Voilà. Donc il fallait faire vite, Si vous réunissiez l'ensemble des 27, que vous décidiez d'un compromis, etc., chacun avec ses contraintes politiques intérieures, notamment les Allemands obligés de saisir le Bundestag, bon, les groupes djihadistes avaient largement le temps d'arriver à Bamako. Là, la France, il y avait une urgence, parce que Bamako risquait de tomber, elle est intervenue immédiatement. Une capacité de décision qui n'existe pas actuellement au sein de l'Union européenne. Donc la France, de fait, n'a averti personne, a agi, parce qu'elle possède la force armée que ne possède pas l'Union européenne. Alors, l'Europe a délégué. L'armée française s'envole au Mali. Une situation qui satisfait tout le monde. Pas une voix ne manque pour saluer l'engagement bleu-blanc-rouge. À part en interne, où rapidement, les reproches surgissent.
Madame Ashton, vous avez dit « nous ». Nous sommes concernés. Tout le monde dit « nous ». Il n'y a que des soldats français là-bas. Et ce « nous », si j'étais méchant, je dirais « on dit aux Français, on va vous donner les infirmières et allez vous faire tuer au Mali ». Je sais que ce n'est pas comme ça. On le savait depuis 1 an ce qui se préparait au Mali. La France avait pris la décision avec la communauté européenne de tenter d'endiguer la chose par la diplomatie et la politique. C'était une politique juste, je ne la critique pas. Mais ce que je critique, c'est qu'on n'ait pas eu un plan B. Qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas? Et là, je crois qu'on n'a pas, et que la France est aussi responsable que tout le monde, nous n'avons pas une force d'intervention civile ou militaire européenne. Les premiers jours, la France est seule. Mais rapidement, la communauté internationale la soutient, non plus dans la parole, mais dans les actes. Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Belgique, chacun affecte des avions de transport ou met en place une aide humanitaire. L'Union européenne envoie effectivement des infirmières et des médicaments, mais surtout, elle s'engage à participer à la formation des soldats maliens. Les Français ne sont pas intervenus seuls. Ils ont aidé les Maliens, ils ont été soutenus par les Nations Unies, ils ont été soutenus par l'Union européenne, par les partenaires européens. Aujourd'hui, le deuxième contingent européen pour la mission européenne de formation de l'armée malienne, ce sont des Allemands. Donc il y a quand même une solidarité européenne qui a joué. La France n'était pas complètement seule. Mais c'est vrai que pour faire des opérations de guerre, de coercition, c'est compliqué à faire ça en européen. La paix s'est installée sur le continent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La communauté européenne, durablement pacifiée, s'est construite sur une entente économique. Mais jamais les États n'ont su s'accorder sur une politique de la défense. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont un peu hésitants par rapport à ça, qui n'ont pas cette culture stratégique d'utilisation de la force dans les relations internationales. Donc c'est quelque chose qu'ont les Américains, qu'ont les Français, qu'ont les Britanniques. Les Allemands sont hésitants et sont prêts éventuellement à suivre, mais il faut que les autres y aillent. Et d'autres pays ne le veulent pas, comme les Suédois, les Nordiques, ils sont plutôt dans le maintien de la paix au sens traditionnel. Il faut quand même se rappeler qu'en 1954, c'est la France qui a fait échouer la communauté européenne de défense et donc la création d'une armée européenne. Où en serait-on aujourd'hui dans le monde si, en 1954, on avait bien créé cette communauté européenne de défense? Aujourd'hui, peut-être qu'on n'aurait pas l'OTAN, mais on aurait une armée européenne, une défense européenne, et que c'est nous qui interviendrons sur un certain nombre de champs d'action extérieurs. L'Europe peine à y parvenir, mais elle devient peu à peu un producteur de sécurité. Depuis 10 ans, 9 opérations militaires ont été lancées, 4 sont en cours. L'Union lutte, par exemple, contre la piraterie au large des côtes de la Somalie. Un bon exemple de réussite sur les questions de sécurité en Afrique. Mais l'Europe pourrait, devrait jouer un rôle plus important. Sous-développée en matière de défense, elle est en réalité dépendante de l'OTAN et des USA. Le militaire est une difficulté pour l'Europe, il reste très national. Mais les relations extérieures sont pour les 10% des relations impliquant l'intervention militaire. Pour les 90%, c'est des relations civiles. Je dis aide au développement, commerce, coopération en matière de normes, de démocratisation, exportation des droits de l'homme. Et c'est la force de l'Union européenne. Elle est une grande puissance civile. Politique de voisinage, aide humanitaire, aide économique. Son poids commercial en fait une puissance normative. Elle impose ses règles. Et grâce à cette force, l'Europe peut contraindre. Menaces de sanctions, embargo, des armes pacifiques. L'Europe peut attaquer sans faire la guerre. Les pays du monde ont une bonne image des Européens. Et ils ont une image pacifique. L'Europe représente un peu ce que le philosophe Tsvetan Todorov a appelé une puissance tranquille.
c'est-à-dire une puissance qui ne fait pas peur par rapport aux Américains et à leurs forces militaires. C'est une Europe avec laquelle on peut coopérer, c'est une Europe qui défend ses intérêts mais qui défend aussi des principes. Donc on a une Europe qui a plutôt une bonne image dans le monde et qui, à ce titre-là, est appréciée. Simplement, le problème, c'est que pour jouer un rôle, il ne suffit pas seulement d'avoir une bonne image et d'avoir un soft power, il faut aussi parfois être capable de montrer le bâton, de peser dans les conflits politiques et militaires, et là l'Europe est évidemment moins bonne. Le soft power, qui est la marque de fabrique de l'Union européenne, est largement insuffisante pour qu'on soit un acteur respecté sur la scène mondiale. Dire que si on n'avait pas bombardé Belgrade, que se serait-il passé au Kosovo? Il y a un moment ou un autre, le soft power ne suffit pas. On ne peut pas être là uniquement comme spectateur, assister par exemple à un génocide sans intervenir. Et en expliquant, c'est le traité de Rome, il faut le respecter, regardez, ces valeurs sont universelles. C'est totalement ridicule, il y a un moment ou un autre, c'est bon, voilà, c'est le traité de Rome, les valeurs sont universelles, ah, vous ne respectez pas, vous sentez à ce moment-là le fusil. C'est comme ça que toute diplomatie, que toute puissance fonctionne. Si on veut défendre nos valeurs, parfois il faut le faire par le feu et par le sang. Encore incertaine sur sa manière de procéder, l'Europe se montre hésitante. En fait, elle apprend. Un rapport interne pourrait être présenté cet été sur le Service européen d'action extérieure, sur demande de Catherine Ashton. Un bilan des premières années. Le Parlement européen s'est déjà penché sur la question. Il y a peu, les députés ont débattu sur une révision du service, revoir son organisation, repenser son fonctionnement. Les rapporteurs ont listé les problèmes et proposé les solutions. Par exemple, la nomination d'adjoints politiques pour compenser le rôle trop lourd du haut représentant. Ou encore, établir un quartier général militaire à Bruxelles pour la conduite des missions de sécurité et de défense, et ainsi éliminer une procédure extrêmement lente qui prive l'Europe de toute capacité de réaction. Ou enfin, l'élaboration d'un système de compte-rendu politique commun entre les délégations et les ambassades. En clair, une coordination plus étroite et plus efficace entre les États membres. C'est cette coopération qui est le talon d'Achille de l'Europe. L'Union semble l'avoir compris, elle connaît ses faiblesses et peut se donner les moyens de les corriger. Les solutions apportées sont ambitieuses, mais l'Europe doit savoir, à force d'expérience, que l'ambition ne suffit pas pour parvenir à ses fins.